Écoutez, on vit les dernières minutes, on vit les dernières minutes de Shushan Purim, hein, le lendemain pour nous, les d'Ortalaret, c'est le lendemain de Purim pour les Hiérosolomites, ceux qui habitent à Jérusalem, c'est comme les villes fortifiées à l'époque de Yoshua, donc ils fêtent le lendemain pour diverses raisons. Je vais revenir, hein, on dit il faut pas passer les fêtes, il faut que les fêtes passent en nous. Je vais revenir donc sur un point, hein, quelques minutes, sur un point sur lequel on peut être mis de bonne, on peut s'interroger, on peut prendre encore du chizouk, des forces de ce que nous enseigne de la fête de Purim et nous interpelle sur certains points. Je vais rappeler que la Gemara Shabbat nous dit, vous allez voir combien tout ceci est d'actualité, nous dit que à l'époque de Matan Torah, quand Israël était au pied du Har Sinaï, et nous dit la Gemara que Kafa Aleem Ahar Kegigit. Il a donc retourné sur eux le Har Sinaï comme Gigit, comme un gros chaudron. En d'autres termes, en termes imagés, ça veut dire il les a forcés. Il les a forcés à prendre la Torah. Il a dit, vous n'avez pas le choix. Si vous acceptez, tant mieux pour vous, sinon, pauvre vous. Eh bien, eh bien donc, ils ont été forcés. Bon, il y a beaucoup de questions à cela. La question la plus évidente, c'est que vous savez que Erev Matan Torah c'était un Shabbat. Vendredi, ils avaient dit la fameuse phrase Naaseh v'nishma, ce secret, ce saute que les anges disaient ah, comment le peuple d'Israël peut connaître cette chose-là. Naaseh v'nishma, on fait après on comprend. Bien sûr, il faut comprendre après, on est un peuple intelligent, on ne fait pas les choses bêtement, mais tout intelligemment que l'on puisse faire les mitzvot, d'abord on dit je fais. Une image qui est bien connue, le, avant de donner l'occasion à un bébé qui vient de naître de pouvoir respirer, on ne lui fait pas tout un cours sur le système respiratoire. C'est évident. Il faudra beaucoup d'années pour comprendre comment fonctionne le système respiratoire. On lui donne une petite tape sur le dos et il commence à pleurer et là il commence à respirer. Ça, c'est le cas d'Israël. D'abord, on fait. On va comprendre, on a tout le temps pour comprendre, mais on fait. Et malgré le fait que tout le monde était prêt, disponible, sans contestation, sans discussion, je vous dit, si vous acceptez, tant mieux pour vous, sinon tant pis pour vous. Je vous écrase avec cette montagne. Bon, cette Gemara, c'est les Agadotes du chasse. Omer d'Archenou, il demande, il faut faire un dos, il faut expliquer quand même les choses. Une explication, on va dire une explication chassidique, mais c'est difficile de dire que c'est pas ça aussi le pshat pachout. Je pense que le Makor vient du Maharal de Prague et c'est rapporté longuement dans la chassidoute, Morazaken, tous les rébellions après. Kafa, Ale, Mahar, Kegigi, il les a forcés à prendre la Torah. Comment il les a forcés? Au point, comprenez bien, au point que c'est ce que la Gemara appelle Mudahalara Rabba al-Raïtas. Mouda Rabba, c'est un avertissement préalable que Akashbourou, une arme préalable que Akashbourou a mis dans les mains du clan d'Israël, de pouvoir dire de génération en génération, écoute, tu nous as forcé, bon bah écoute, on n'est pas top, on ne fait pas tout comme il faut, mais finalement on est forcé. C'est une vraie réponse, tu nous as forcé à faire quelque chose. Encore si on l'avait accepté de plein gré, on peut comprendre qu'on a des comptes à rendre, mais on n'a rien à rendre, c'est toi qui nous force. Mais la question est encore plus grosse. Mais la question est encore plus grosse, c'est que en quoi ils ont été forcés, puisqu'ils ont dit Nasser Nishma. C'est là que le Maral de Prague, il intervient et il dit c'était, ils étaient forcés, Bederer Shechnoa, une conviction profonde, intime, absolue, ils ne pouvaient pas faire autre chose. Imaginez, il a montré le Gilouï divin, il a montré les plaies d'Égypte, il a montré le puits de Myriam, il a montré Anané Kavod qui les poursuivait pendant 49 jours, ils ont compté, pour arriver au Pire de Sinaï. Ils vivaient dans le miracle, ils vivaient dans des choses extraordinaires. Une preuve de Ahava fabuleuse que Akashboko a témoigné à son peuple est visible. Pas une Ahava cachée, une Ahava visible. Alors imaginons un petit peu, une personne qui reçoit du bien de manière infinie. Personne dit die. Hein. Jusqu'à ce que tes lèvres soient usées de dire ça suffit.
Ils n'avaient pas le choix. Pas au sens qu'ils ont été forcés par le martinet, par les shooting, par le bâton. Ils ont été forcés parce que la nature veut, l'humain veut que quand on prend du bien de quelqu'un, eh bien, on finit par l'aimer, on est d'accord. Je signe, je te suis, il n'y a pas de problème, je t'aime. Comme un bébé qui ne vit que par sa maman, il ne peut que aimer sa maman. Elle lui donne tout, elle a mis au monde, elle a façonné, elle a fabriqué, elle a nourri, etc. Elle a fait grandir. Ça veut dire que c'était un amour, en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, sans libre arbitre, quelque part. On est toujours là, en potentiel, mais c'est sans libre arbitre. Quelle libre arbitre de dire j'aime Hachem, je vais faire des méthodes, j'accepte, j'achète tout, alors que il nous donne tout. On est le peuple élu, on est le Ham Ségoula, on a tout, donc c'est évident qu'on prend la Torah. Et même qu'on a dit auparavant, on est prêt à tout faire. Après, je vous prie, mais de toute façon, avec tout ce que je vous ai donné, il n'y a plus trop de choix. Et c'est là que, avec Kibel Ayodim, qu'on arrive à Purim. Kibou et Kimou, comme ça nous dit, ils ont été, ils ont repris, ils ont été Mekabel une deuxième fois la Torah, ils ont été Mekabel la Torah. Ils ont été Mekabel la Torah qu'ils avaient accepté de manière absolue pendant Matan Torah. Mais la vraie acceptation, sur laquelle il y a, on peut plus dire, il y a une mouda araba, il y a un avertissement, je ne peux plus me cacher et dire que tu m'as forcé. C'est à l'époque de Purim. Et c'est pour ça, sans cela, que Purim est une malade spéciale sur lequel il faut venir et revenir. Vous connaissez ce mot, vous avez certainement entendu que on dit que Kippour, c'est Kepurim. L'immensité de Kippour, le grand pardon, le jour des Juifs, eh bien, il n'est fait que comparer. Il est pâle, si on peut dire, devant Purim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Purim? Parce que dans Purim, il y a eu un passage, on va dire un passage à la limite, de Kabbalah, d'acceptation. Comment? C'est pas une acceptation parce qu'on voit les Hanan et Kavod, et parce qu'il nous donne à manger, il nous donne à boire, il nous guérit. Tous les besoins sont répondus par Hachem. Il les habille, grandit selon la taille de la personne. Il se nettoie sur la personne. C'est le bien absolu. Mais il y a un moment où c'est exactement le contraire du bien absolu. Comme vous le savez tous, dans la Megillah, pas une seule fois apparaît le nom d'Hachem. Megillah, ça veut dire Hachem, il est caché. Megillat Esther, c'est un mot que vous avez encore une fois, je vous répète des choses, mais il faut toujours répéter les mêmes choses. Megillat Esther, c'est le récit, on va dire Megillah, c'est-à-dire du quoi? De Esther. Bien sûr, Esther Malka, mais le sens aussi, c'est la Megillah du Esther Panim d'Hachem, de voilement d'Hachem. Hachem est caché. Bien sûr, il est merouma, chaque fois il est marqué Ameler, Ameler, Ameler. La Kabbalah explique que chaque fois que le mot Meler, qui correspond à Achashverosh, eh bien, est mentionné, c'est une mention du divin qui se cache derrière la Megillah. Certes, mais ça, c'est quand même Megillat Esther. La Megillah du Esther Panim. La Megillah, Hachem est caché, on ne voit rien. Et qu'est-ce que le cas Israël fait à ce moment-là? Il est prêt à donner sa vie. Tu reçois des récompenses, maintenant pas du tout, tu as servi. Tu te trouves dans les 127 nations qui étaient sous la domination d'Achashverosh. Vous savez, je pense vous l'avoir dit la semaine dernière, il y a 3 souverains qui ont possédé tout le monde. Il n'y a pas 36, il y a 3. Il y a Achashverosh. Il y en a un, c'est Achav, un roi juif aussi. Tout le monde lui appartenait à Achav, il faut comprendre, malgré le fait qu'il a fait pas des choses tout à fait bien. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Achashverosh, il y a Achav et il y a Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Les 3, c'est tout. Tous les autres que vous pouvez me citer, Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, tout ça, c'est pas le monde entier. Ils avaient le monde entier sous la main. Donc il avait une possibilité avec sa fameuse missive d'exterminer le clan Israël. Et qu'est-ce que fait le clan Israël? Esther demande 3 jours de jeûne. Mordechai demande à des jeunes gens du Cheder, des jeunes Machurim, à étudier la Torah. Étudier quelle Torah? Peut-être que vous n'avez pas mis le doigt sur ça. Apprenez les halachot du Korban à Omer. Vous savez, ce Omer qu'on offrait le lendemain de Pessah, à partir duquel on pouvait manger la Tvoua Hadasha, la nouvelle récolte. Quel rapport entre cette mitzvah et le clan Israël qui est en danger? On pourrait se demander.
le cas Israël est en danger. Je fais une petite parenthèse, c'est ce qu'on entend beaucoup, beaucoup en Eretz Israël. Nos soldats qui vont, au Hachem, que Akash Baruch Hu les protège, qu'Akash Baruch Hu leur donne tout tzlacha. Le Rabbi a dit sur eux que toute personne qui va défendre le clan d'Israël, il a un guédé de tzaddik, et dans le mot un mot du Rabbi, c'est un mot du Rabbi. C'est vrai tzaddik, tel que le Tanya le conçoit. Pour celui qui a fait le Tanya, il sait ce que ça veut dire un tzaddik. Quelqu'un qui va donner sa vie, qui est prêt à donner sa vie, c'est un tzaddik. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est indispensable, qui est le moteur de la victoire. C'est le moteur de la victoire. Bon, le moteur n'est pas suffisant, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Mais le moteur, ce sont ceux qui étudient la Torah. Et même qui étudient quelque chose, ils vont étudier maintenant parachat ça, parachat Vaïkra, des corbanotes, des azotes, des aspersions de sang, de brûler les graisses, certaines graisses, etc. Quel rapport, en quoi cette chose nous concerne tellement? Et bien là, encore une fois, un enseignement. Le Corban Omer, on a étudié. C'est ça qu'il a demandé Mordechai à des petits-enfants. Et c'est ça qui nous protège et c'est ça qui nous a fait gagner. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à donner leur vie, pachout leur vie, à 3 niveaux. Il y a une mamar où le Rabbi rapporte. D'abord, ils étaient prêts à donner la vie comme le fameux Kal Shebekalim, dont parle Tania, qui suis pachout, qui n'a pas étudié et tout. Et quand on lui demande de renier comme ça, brutalement, ça y a d'autres, il donnait sa vie, c'est connu. Un deuxième niveau qu'avaient les Juifs à l'époque, c'est que non seulement Bishat Nisayon de mais continuer à faire des mitzvot. Si on continuait avec effronterie, quoi, on va nous empêcher de faire des mitzvot, on fait des mitzvot. C'est un deuxième niveau, pas seulement que au moment du Nisayon, on est prêt à donner sa vie. On continue à travailler, on continue à mettre les filets, on continue à étudier Torah. Troisième niveau, nous dit le Rabbi, c'est Afilou Barabim. Il a été Makil Keilot Barabim, comme certains Tanaïm qui malheureusement ont payé ça de leur vie. Barabim montrait que non, on n'a pas peur, on continue. Ça veut dire le mot vous connaissez, le mot générique de la Chassidoute, ils étaient prêts à Messirut Nefesh, ils étaient prêts à donner leur âme, donner leur vie pour la Torah. Alors le Esther Panim, alors la Megillat Esther, elle est devenue la Megillah du Gilouï, elle est devenue la Megillah du dévoilement. Hachem s'est dévoilé avec toute l'histoire que vous connaissez. Et c'est pour ça que Kippour n'est que comparé à Purim, parce que c'est le symbole de ce que veut Dieu, à savoir le projet divin, c'est qu'il soit caché dans le monde, complètement caché, et par notre Misrut Nefesh, par notre travail, à penser à Yuchut Shemo, à Yetziat Mitzrayim, tous ces inanimes-là, on arrive à être mégalé, un peu d'abord, et ensuite de plus en plus, avoir de l'influence autour de nous, mégalé que Hashem Echad ou Shmo Echad. Être prêt à donner sa vie pour cela, et ça, c'est l'anekuda de Purim. De Purim, à pour, encore une fois, c'est-à-dire on s'élève au niveau du hasard, et comme la Chassidut explique de manière très très profonde, au niveau du hasard, c'est à un niveau tellement tellement haut qu'il n'y a plus de différence entre le bien et le mal, tellement haut, et c'est là que Aman pensait pouvoir toucher le clan d'Israël, parce que sinon, comme on dit en français, il n'y avait pas photo. Quel tu veux comparer le clan d'Israël avec les nations? Il savait qu'à ce niveau, au niveau normal, il n'y a pas photo. Notre mérite et le mérite des autres. Mais à un niveau encore beaucoup, beaucoup plus haut, il n'y a plus de différence. Qu'est-ce que ça change à Hachem, le bien, le mal? Même à ce niveau, Hachem, il dit, j'ai une haine pour Esav et j'ai un amour infini pour Yaakov. Des notions très, très profondes de Chassidut. Le point que je voulais dire ce soir, ça que je voulais dire, Purim, ça veut dire c'est la fête prêt à donner, quelles que soient les circonstances, même qu'on passe des moments difficiles, et quelquefois on ne sait plus où tourner la tête. Pour savoir, Purim nous dit que je est toujours là. Hein, comme dit le Teilim, le message Shamaim, Ata. Si je monte dans le ciel, c'est là que tu trouves. Si je vais dans le Tartit, au fin fond du monde, au centre du monde, c'est là que tu es partout. Et je vais finir ce petit rouge là que je voulais vous dire avec, comme vous savez, tout est Hashgachapatit, Baruch Hashem, j'ai été zoché de beaucoup de visites pendant ce Purim hier, donc pas avec des Mishnah Manot personnelles, parce que comme je vous dis, dans l'année de deuil, on ne reçoit pas. Un de mes Talmidim, brillant Talmidim, qui a décidé, bon, après réflexion, après consultation des mashpim et tout, de devenir médecin. Bon. Il est en fin de carrière, en fin d'études plutôt,
Et l'examen qui lui est demandé, c'est pas un Pessah, jour de Pessah. Voilà. Quand il a fait son choix de prendre ses études, bon, après beaucoup de discussions, je lui ai dit, écoute, si vraiment ton choix c'est comme ça, sous la pression de tes parents, parce que tu sens la chose, mais tu vas aller là où tu vas aller faire tes études comme un shliach du rabbi. Ça veut dire tout ton problème là-bas après tes études, c'est de voir combien de juifs tu peux rapprocher, tu peux guider. Et bien au Hachem, vraiment une vraie atzlacha, il y a tout un groupe de médecins, de futurs médecins, quoi, ils sont en train de finir leurs études, dont ils s'occupent, ils leur expliquent comment certains intérims parfois, quand on a un examen, on peut le faire de manière orale, ils consultent. Pour lui, il me dit à chaque fois, je ne demande pas ça pour moi, si j'ai aucun problème, même si je dois tout louper, je n'ai pas de problème. Même pas une petite coulage, je le ferai. Mais bon, pour mes amis, je le fais, ils s'en occupent merveilleusement. Et le Nisayon arrive. Le Nisayon, on est convoqué à l'examen, jour de Pessah. Commence à négocier, je lui dis va négocier avec le recteur, etc. Il lui dit que vous allez être présent, vous allez faire toi on verra pour toi, mais pour les autres au moins répondre aux questions oralement. Il faut demander à une personne de signer à leur place. Bon, je ne rentre pas dans les théories, mais on va dire que ça peut exister. Après moult discussions, regardez comment Amalek s'introduit, le grand recteur, il le convoque à lui, à mon talmide, parce que c'était lui le chef de groupe, et il lui sort la loi, de manière glaciale, froide. Alors qu'il avait senti une espèce de compassion au début, quand tu as demandé, il compatissait, mais bon, pour des raisons qu'on peut imaginer maintenant, en France, c'est très compliqué. Et donc, compte tenu de l'alinéa 347, etc., chaque étudiant est tenu de noter sa signature, etc. Donc, la réponse est non. Si vous voulez être inscrit dans la liste, il faut passer l'examen et signer vous-même le papier d'inscription. Voilà, encore un exemple. Encore un exemple du Haman. Et en France, encore, j'ai eu ce genre de nissionote quand j'étais plus jeune, mais de, de mon temps, on pouvait discuter, et puis on avait toutes les dérogations qu'on voulait, il n'y avait aucun problème. Bon, maintenant, avec vous savez que les musulmans qui se sont imposés partout, la France serre les vis. Hein, la laïcité, au nom de la laïcité, on ne peut plus rien faire. Même pas de signe extérieur, etc. Alors, mon talmide il m'a dit, moi, j'ai pas de problème, je n'irai pas à l'examen, même pas oral. Et même si quelqu'un d'autre avait signé à ma place, je ne vais pas. La question qu'il me demande, c'est comment je dois conseiller les autres. Pas tous auront la force de surmonter l'épreuve. Vous voyez, il n'y a pas Rocheroche, il n'y a pas Haman, il y a encore des grosses épreuves. Il faut extirper le Haman qui est en nous. Alors dis-toi, ne t'inquiète pas, tu vas l'avoir ton examen, tu vas le passer en session de septembre, de rattrapage, etc. Tu l'auras. Et chacun, tu leur laisses le choix. Est-ce qu'il y a des térimes du type avec un sticker, préparer les signatures avant et la coller de manière que je ne veux pas rentrer dans les térimes. Pas rentrer mais c'est pour vous dire on vit malheureusement encore par avec Israël. Encore qu'en Israël, il y a aussi ces nissionotes, ça d'autres, mais on a encore des nissionotes comme ça. Donc là, il faut montrer que la Megillat Esther, le conte du Esther Panim, c'est fini. Un juif, c'est comme ça que ça marche. Moi, vous voulez pas, si le prix à payer, c'est que je jette tous les diplômes et c'est mes années d'études, c'est comme ça. Et on constate qu'à 99, je ne veux pas donner des chiffres, je n'ai pas fait des statistiques, mais je peux dire à 99% des cas, le problème est résolu. J'ai eu un même Nissan il y a 40 ans, plus que ça, 40 et 50 ans, j'ai le même Nissan, et ben, au prochain, il a disparu comme ça lui-même. J'ai juste une petite intervention. 2 jours, c'est plus dur, mais ça existe encore. On vit encore dans un petit Esther Panim de Nakash Boro. Il ne manque pas grand-chose, hein, on continue notre art, mais en tout cas, chacun doit se renforcer. Ne pas se laisser aller dans l'émission, ne pas baisser dans sa voie Hachem, ne pas baisser dans toutes ses décisions, parce que c'est lorsque on s'y tient, on voit qu'on y arrive, qu'on réussit,
et que c'était un faux Nisayon. C'était une illusion, comme l'histoire de l'Odyssée d'Abraham Avinu. Il y avait un fleuve qui était resté dans l'eau et puis finalement, évidemment, quand l'eau est arrivée à la bouche, ben, le fleuve a disparu parce que c'était un faux Nisayon, c'est certain qu'il y avait bon, c'est comme ça pour tout. Donc encore une fois, n'oublions pas ce point-là. On n'a pas un Haman, peut-être pas en France encore que maintenant, c'est pas évident qu'ils viennent avec une arme et tout, mais on a toujours des terrains qui est là, on a toujours nos contingences, on a toujours nos limites à nous, on a le corps qui nous limite, on a l'intelligence qui nous limite. Un juif, il sait où mettre la cible et où, vers quoi viser. Quand il vise là où il faut, la flèche atteindra le milieu de la cible bien attachée. Voilà le mot que je voulais vous répéter, donc, sur lequel j'ai travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un jour vous a forcé, mais par amour, et que nous, on a mis quelque part cet amour de côté, on est allé à Messirut Nefesh. Voilà, sauf. Même si je vois pas de bonté, même si je. Et on a vu ça combien de fois, même dans les camps, à Boukranvat et tout, des juifs qui étaient décharnés, etc., qui ont continué dans la mesure de leur possibilité de mettre le tefillin quand il y en avait, très rarement, de se lever, de faire la tefila comme ça quand ils pouvaient. Ça a toujours existé, ça continuera à exister, mais le Nisayon maintenant, il est bon. J'ai envie de vous dire, comme le Rabbi nous a dit, maintenant on n'a plus de gros nisyonotes, mais malheureusement on a vu, après le 7 octobre, que malheureusement, on a encore des gros nisyonotes. Donc on se tient dur, on se tient fort, on se tient main dans la main, surtout Béardout, et on aura la réussite devant nous, dans notre main. Voilà. Donc, voilà le point que je vais vous dire, donc, sur ces jours de Purim, ces heures de Purim. J'espère que tout le monde a fait Adel Yada, hein, vous comptez à ce niveau de l'âge. Je voudrais boucler un chapitre sur lequel je suis venu plusieurs fois parce qu'il est très fréquent et un petit peu, on va dire, technique, quelque part, peut-être que parfois un peu rébarbatif. C'est ces liens de Mouktsé. Là, je vais vous faire la partie sympathique de Mouktsé. Ça veut dire, on va faire la partie qui consiste à pouvoir enlever, à pouvoir ôter ce digne de Mouktsé qui nous poursuit Shabbat. Beaucoup, tellement d'objets qui sont autour de nous, un lampadaire, un portable, un téléphone, un tas d'objets qui sont à la fin d'un repas, il y a des tas de choses qui deviennent mouktsé, un os, un gros os qui n'est pas mangeable par un chien, il devient mouktsé, des coquilles d'œufs, c'est mouktsé. On est confronté à ces. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est comment faire pour prendre un mouktsé, on sait même chamour, on s'appelle mouktsé, Mehamad Goufo, parce que son gouffre, il n'a aucune utilité fréquente, pratique pendant Shabbat. Comment lui ôter cette interdiction et lui donner un nouveau statut, un statut de Kéli ou de quelque chose que l'on peut placer, qu'on peut déplacer. Alors, avant de vous donner la construction, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une construction. Voilà, une construction. De temps en temps, c'est bien de percevoir la complexité, hein, de certains yesodot, de certains fondements de la halakha, et on peut les répéter en quelques minutes, mais ce que l'on répète en quelques minutes, c'est le fruit d'une très grande recherche. Lorsque l'on a un objet qui est mouktsé, non pas un ustensile, un kéli. Un kéli, comme un marteau, on a dit, redit, qu'il est un peu mouktsé, un peu pas mouktsé. Un marteau, je peux le prendre pour casser une noix de coco. Un marteau qui est sur ma table de la salle à manger et j'ai besoin de cette table ou sur n'importe quel endroit que j'ai besoin d'utiliser, je peux le déplacer. Le premier, c'est Tiltou les tzorer goufo. J'ai besoin du gouffre, du corps du marteau. Permis. J'ai besoin du marteau pour quelque chose de permis. Les tzorer coco. J'ai besoin de déplacer ce marteau parce que j'ai besoin de l'endroit où il est posé. Il est posé sur la table, j'ai besoin de la table. Je peux prendre le marteau et le ranger. Alors quand c'est interdit, eh bien, le marteau est interdit de déplacer, par exemple pour le ranger. C'est pas qu'il me dérange spécialement sur la table, sur un fauteuil, pour rester tout le Shabbat là-bas, mais j'ai envie de le ranger. Il faudrait que la maison soit rangée, et puis il doit être à sa place, c'est tout. Ça, c'est interdit. Cela s'appelle
Tiltul mechama letzel. Un déplacement du mouktsé du soleil à l'ombre. C'est-à-dire c'est un déplacement pour l'objet du les tovat à Khefetz, pour le ranger, quoi, tout simplement. C'est pas pour les tovat à Ben Adam, pas pour le bénéfice de son propriétaire, ou pour casser notre co, ou bien pour débarrasser la table. Son bien, lui, c'est interdit. Bon, ça, on a déjà vu à plusieurs reprises ce dîner. Maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle, on va dire, $1. $1, parce qu'un dollar du rabbi, je peux le prendre, le déplacer pendant Shabbat. Et sinon, quoi faire pour le. J'ai envie de le déplacer, j'ai envie de le voir, l'observer, je vais peut-être m'en servir comme marque-page. J'ai une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, j'ai envie de prendre cette pièce de monnaie et qu'elle me serve de porte-bonheur, on va dire. Voilà. Elle me sert, elle m'arrange, cette pièce de monnaie. Est-ce que j'ai un moyen de faire en sorte que cette pièce de monnaie, elle devienne permise à déplacer? Je vais vous citer un certain nombre d'exemples, que je sois clair. Vous avez une pierre. Dans votre jardin, vous avez une pierre. Jolie pierre, elle vous plaît, un silex, je voudrais la mettre de côté pour l'utiliser comme casse-noix. Est-ce que le fait de la mettre de côté, ça suffit? Ou bien je dois faire quelque chose de plus? Peut-être qu'il faut la peindre, peut-être. Comment faire donc, encore une fois, pour enlever donc ce digne de Mouxé que l'objet en question? Dans mon jardin, j'ai une grande branche avec des grandes feuilles, très très pratique. En semaine, je prends toujours une branche de mon jardin, et quand je suis assis sur la table de mon jardin, j'étudie ou je discute avec des amis, j'utilise cette branche pour éloigner les moustiques, les mouches, éventuellement les abeilles. Ou bien j'utilise comme éventail une branche d'arbre coupée de l'arbre qui jonche le parterre, c'est mouxé, ça ne sert plus à rien. Une fois que c'est coupé, ça ne sert plus à rien. C'est mouxé. Comment faire pour que cette branche devienne maintenant, pour moi, un éventail ou bien un chasse-moustique, hein, si ça, s'il y a un nom, quelque chose qui va m'aider à chasser les moustiques. Est-ce que je peux le déplacer ou pas? Voilà. Moi, on peut toujours être amené à faire cela. Un cas très concret que j'utilise actuellement et qui est utilisé dans une choule d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Vous avez un gros morceau, une grosse pierre qui va vous bloquer la porte parce qu'on n'a pas prévu un crochet pour que la porte reste ouverte. Quand il fait chaud, on souhaite que la porte de la choule reste ouverte. On a pris une grosse pierre, un parpaing, on a bloqué la porte. Est-ce que ce parpaing, il est évident que son but c'est de construire? Il n'y a rien à faire avec un bloc-porte, il est mouxé. Comment faire pour lui enlever ce nid de mouxé? Alors, je vais vous donner la panoplie des possibilités. Je ne dis pas qu'elle marche, hein, des possibilités. Premièrement, le réserver pour un Shabbat. Je vais dans la semaine, un travailleur va installer un crochet pour bloquer la porte. J'en ai besoin pour ce Shabbat. Je fais ce qu'on appelle un yichud les Shabbat echad. Est-ce que ça suffit? C'est plus peut-être. En supposant qu'un yichud, une réservation pour un Shabbat, n'est pas suffisante pour le rendre, lui donner un statut de Kelly qui sert à bloquer, de crochet qui bloque la porte. Mais peut-être que si je le réserve définitivement à cela, voilà, j'ai trouvé une pierre, personne n'y touche, elle est à côté de la porte, et chaque fois que je demande de tenir la porte ouverte, je l'utilise. Ça s'appelle un yichud olam. Et une troisième possibilité aussi, c'est de l'utiliser avant Shabbat, c'est-à-dire d'avoir la fonction de bloc-porte avant Shabbat déjà. Moi, je le réserve dans la tête de manière théorique, je l'utilise avant Shabbat. 1, 2, 3 jours, peut-être même à Shabbat. Je bloque la porte comme ça. Quelque part, dans la mesure où j'ai commencé à travailler avec cette pierre, à l'utiliser dans ce but-là, peut-être que c'est suffisant pour considérer que ce bloc-porte, c'est devenu un crochet, c'est devenu quelque chose qui bloque la porte. Et donc un keli, un ustensile, on peut le déplacer. Voilà les trois possibilités pour l'instant. C'est ou bien Yehud Shah, Yehud Olam, ou bien Ishtamshut. Ou bien une réservation juste pour un Shabbat. Plus fort, c'est une réservation définitive.
La pierre, ça devient mon casse-noix, c'est une pierre que j'ai mis de côté dans mon tiroir. Ou bien, sans réserver, avant Shabbat, j'ai utilisé pour cette. J'ai pris une pierre, j'ai cassé une noix avec. Après, j'ai mis quelque part chez moi. Donc, le fait de l'avoir utilisé, ça veut dire quelque part, pour moi, elle a une fonction aussi de casse-noix. Voilà, ces trois fonctions. Avant de faire la démonstration de la chose, hein, ça va être peut-être un petit peu technique ce que je vais dire, mais bon, de temps en temps. Avant de vous donner donc la technicité de la souga, je vais vous donner comme le résultat, au moins qu'on parte avec là où on va arriver. De manière générale, plus l'objet qui est Mouktsé maintenant et dont je veux ôter l'interdiction de Mouktsé, plus cet objet, il possède en lui, il contient en lui l'utilisation que j'ai l'intention de lui attribuer. Je vous donne un cas de l'Agmara, chose claire. À l'époque d'Agmara, les gens utilisaient très très souvent de la paille comme couche, comme matelas. La paille à l'époque, c'était ou bien de la nourriture d'animal, mais c'était pour la cheminée, le petit bois de combustion. Dans la mesure où c'était du bois de combustion, c'est mouxé. Mais, en tout cas à l'époque de l'Agma, on peut discuter de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment sur des paillasses de nos jours, mais bon, on a des beaux matelas bien bien confortables. Mais en tout cas à l'époque de l'Agma, beaucoup utilisaient parfois des paillasses comme ça, s'asseyaient dessus, dormaient dessus. Donc même que finalement maintenant, cette paillasse-là, elle est mouxée parce que je l'ai coupée comme bois de cheminée ou d'autres choses pour cuire. Ça s'appelle Chayot. En fait, le terme de l'Agmara, c'était pas Charayot. Charayot, c'est Sheldeken, c'était des branches de palmier. Bon, c'est bien connu, ceux qui ont connu en Afrique du Nord, en Israël aussi. On faisait très très souvent avec des branches de palmier, on faisait des carpettes, des tapis aussi, toutes sortes de choses. Donc on les avait coupés pour en faire du bois de combustion. Maintenant, avant Shabbat, imaginons que je veuille le transformer en paillasse. Ben, je vais vous dire, c'est pas si difficile de le faire. Pourquoi? Parce que dans sa texture, dans sa composition des, des feuilles de palmier, beaucoup de gens les utilisent comme, comme chaise, comme lit, comme literie, comme tapis. C'est quelque chose d'assez fréquent, c'est pas quelque chose qui est hors norme. Ça fait partie de la norme. Certes, en l'occurrence, j'ai découpé pour du bois de combustion, donc j'en ai mais ça existe tout à fait, qu'on l'utilise comme paillasse. Je vous donne un autre exemple. Encore une fois, il ne faut pas appliquer ça dans les us et coutumes de notre génération, parce qu'on vit maintenant dans le luxe, etc. Mais il n'y a pas si longtemps, beaucoup de gens prenaient une pierre, une jolie pierre, qui avait une jolie forme, on était de côté, c'était le casse-noir. Hein. Ça arrive, c'était très souvent. J'ai connu, vous savez, il y avait des pilons avec le mortier, tout ça pour casser, même après ça, on faisait comme ça. Bon, il était en général en métal, en cuivre, etc. Mais très souvent, on prenait une pierre très très solide et on cassait les choses. On faisait la mouture des épices avec ces grosses pierres. C'est quelque chose d'inconcevable. Donc les pierres aussi, une grosse pièce comme ça peut, elle possède en elle cette utilisation-là. Dans la mesure où la paillasse, très souvent, le- les charayot, cette fameuse branche de palmier, on faisait souvent des lits avec. Les pierres, on faisait souvent des castons avec. C'est pas très très difficile, on peut imaginer, c'est pas très difficile de leur enlever le mousse. Il suffit. Alors là, la Gemara nous donne trois possibilités. Ou bien qu'on les ait utilisés avant Shabbat, ne serait-ce qu'une seule fois. Ou la pierre, on a cassé une noix avec, ou bien la paillasse, on a dormi une fois où on s'est assis. Ou bien qu'on a fait ni l'un ni l'autre, mais dans sa tête, on a dit voilà, ce bois-là, je le mets de côté, bien que je l'ai coupé pour la cheminée, mais je le mets de côté parce que je l'ai besoin du Shabbat. Le fait de faire ce qu'on appelle un yichud, ça suffit. Par contre,
Alors là, vous commencez déjà à comprendre le point. Dans chaque objet dont on veut ôter le din de Moukhté, il faudra réfléchir à quelle est sa fonction de manière générale. Et quand je dis fonction, si vous dites que c'est une pierre qui n'a aucune fonction qu'on jette, certes, mais quelles sont les fonctions que des gens, que certaines personnes, certaines parties de la population mettent parfois de côté pour un usage, hein. Du sable, c'est quoi le sable? C'est en construction, mais quelquefois on fait un bac à sable pour que les enfants jouent avec. Donc le sable, c'est quelque chose que c'est bien connu, très souvent dans notre jardin, les gens font un bac à sable. Donc le sable, c'est quelque chose qui a aussi cette fonction de joujou pour les enfants. Il y a d'autres choses que, au contraire, c'est pas tellement le derer de l'utiliser comme ça. C'est un autre cas de la Gemara que je vous amène, c'est par exemple prendre des parpaings comme siège. Et le fait de dire, voilà, avant Shabbat, il y a des parpaings les uns sur les autres, je décrète, je décide que c'est un siège. Je vais m'asseoir dessus pendant Shabbat. Eh bien, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est pas le derer d'utiliser, de mettre des briques ou des parpaings les uns sur les autres pour s'asseoir dessus. C'est pas le derer. Beaucoup moins que une pierre pour casser une noix, beaucoup moins qu'une que des branches de palmier pour s'asseoir dessus. Et dans ce cas-là, il faudra faire un acte beaucoup plus fort pour lui enlever le mouxé. Le cas qui est marqué dans la Gemara, c'est une grosse pierre qu'on avait utilisée comme kissouille les chavites. Quelqu'un avait pris donc grosse pierre, et cette grosse pierre donc est couvert son manteau, son tonneau, pardon. Et bien la Gemara a dit la pierre reste mouxée. Ah voilà, je l'utilise. Et nous avons dit que si on utilise la paillasse, alors on lui enlève le din mouxé. Oui, parce que la paillasse, c'est un derrière, c'est l'habitude, on va dire pour certains, d'utiliser comme siège. Mais une grosse pierre pour utiliser comme couvercle de tonneau, c'est pas le derrière. Donc, pour que ça puisse marcher, il faudrait faire une des deux choses suivantes, ou bien faire ce que l'on appelle un yichud olam, à l'image du parpaing dont j'ai parlé tout à l'heure pour bloquer le portail. Je décrète que mon parpaing, c'est mon bloc-porte. C'est pas l'habitude, peu importe. Pour moi, ça ne me pas trouver, je trouve que c'est la chose la plus pratique. Il a la bonne hauteur, il a la bonne largeur. Ça, si je fais un yichud olam, ça marche. Si je fais un yichud d'une semaine, d'un Shabbat, pardon, ça ne marche pas. Si je l'ai utilisé une seule fois avant, pour bloquer la porte, ça ne marche pas. Par contre, le cas de la pierre ou le cas des charayot, des branches de palmier, comme c'est le derer, en tout cas, certains le font, l'utilisent comme ça, c'est pas hors norme, on va dire, de l'utiliser de cette manière-là. Il suffit que je m'asseye une fois dessus, ou que la pierre, je casse une fois une noix dessus. Je l'ai utilisé une seule fois. Ou bien je ne l'ai pas du tout utilisé, mais j'ai décidé dans ma tête que pour ce Shabbat, ça va suffire. Je ne dis pas de manière définitive. Si vous l'utilisez de manière définitive, c'est toujours possible. Quand je prenez une grosse pierre bizarre, comme ça, vous dites, bah, cette grosse pierre, pour moi, c'est mon bloc-porte définitif, la lambaye. Ça marche. Mais si c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout l'intention de laisser tout le temps, parce que vous allez réparer votre portail, vous allez mettre un crochet, etc. Donc, c'est de manière provisoire, vous faire un yichud sha'a, là, ça n'a pas marché. On va faire un yichud olam. Voilà donc la soirée générale. Donc, je vous résume. Donc, et le plus important, c'est de vous apporter des cas concrets. Parce qu'il faut vraiment trouver des cas concrets dans notre quotidien pour voir comment ça marche. Un cas concret tout simple, qui est marqué toujours dans cette Pentsugia. À l'époque, ils avaient des guisets de sémer. Guisets de sémer, c'est des touffes de laine brute. Ils faisaient la tonte des béliers, puis on coupait de la laine comme ça. Avant de la travailler, avant de faire des pelotes de laine, etc., ça s'appelle des guisets de sémer. C'est un petit peu comme vous voyez, vous recevez des fois avec Amazon des colis, et pour que ces colis ne s'abîment pas, l'objet peut être un peu fragile à l'intérieur. Vous recevez une grosse caisse avec plein de petits éléments comme ça pour amortir les choses. À l'époque, on mettait comme ça de la laine brute. Mais qu'est-ce qu'on faisait? L'occasion de vous faire une petite rasara sur un deal que nous avons vu. Il faisait atmana.
ils enfouissaient leur marmite, leur dafina, dans ces guisettes de mères, dans ces touffes de laine. Rappelez-vous, on a le droit d'enfouir une casserole dans des couvertures, Erev Shabbat, si la casserole n'est pas sur un feu. Rappelez-vous. Si c'est sur le feu, c'est Mossif Evel, donc c'est interdit. Mais si vous avez mis la marmite, par exemple pour le repas du vendredi, il n'y a plus de place sur la plata, vous prenez la marmite de poisson, vous mettez dans un duvet, dans une couverture. C'est permis. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, nous avons vu que quelque chose qui est interdit, seulement Midera banane, c'est permis Benash Machot. Donc, enfouir votre dafina dans des couvertures Erev Shabbat, c'est permis. Pendant Shabbat, c'est interdit. Si la plaque saute, il est interdit de prendre la dalle, de la mettre dans des couvertures. Interdit. Erev Shabbat, Moutar, Shabbat, Assaut. Nous avons vu la semaine dernière que En Shvut Ben Hashmashot, l'Islam Mitzvah. Il n'y a pas d'interdiction des Rabbanan, Ben Hashmashot. Donc, si vous vous rappelez une demi-heure après l'allumage des bougies, par exemple, ça y est, c'est Shabbat est rentré, mais ce n'est pas la nuit encore. Vous avez le droit d'enfouir donc votre marmite dans les couvertures. Ok, fin de la petite Razara. Maintenant, revenons à Elchot Mouksé. La Mishnah nous dit que le fait qu'on a utilisé ces guisettes de ses mères qui étaient mouktées, donc c'est des peaux de bêtes ou de la laine qui n'a pas été, on n'a pas fait un pull, on n'a pas fait un vêtement encore. Ça n'a servi que à enfouir la marmite. Donc, ça a eu une utilisation avant, je l'ai utilisé avant Shabbat. Comme dans le cas précédent, je m'étais assis sur la couche avant Shabbat. Ou bien, comme le cas de la pierre en question, j'ai cassé une noix avant Shabbat. Donc, j'ai été mishtamesh, j'ai utilisé. Et donc, nous avons dit, étant donné qu'il y a une certaine habitude de prendre des grosses pierres, encore une fois à l'époque, je ne parle pas de nos jours, je ne sais pas trop comment il faudra réfléchir de nos jours, si on prend des pierres pour casser des noix. En tout cas, à l'époque, les gens avaient assez l'habitude de prendre des pierres. Dès que vous avez une jolie pierre qui a une jolie forme, on la garde. Comme c'est l'habitude, donc il suffit de l'avoir utilisé une fois avant Shabbat, ça y est. Et la Mishnah nous dit que le fait qu'ils avaient enfoui donc la casserole chaude dans ces guisets de ses mères qui étaient mouxés, eh bien, ils ne sont plus mouxés. Pourquoi ils ne sont plus mouxés? Parce que vous les avez utilisés avant Shabbat. Avant Shabbat, vous avez enfoui la casserole dans ces guisets de ses mères. Vous l'avez utilisé. C'est comme si vous avez pris une pierre et cassé une noix. C'est comme si vous étiez assis sur la couche en question, sur la paille, sur les charayot. Voyez. Encore un exemple du yesod, du principe que je voudrais exhiber ce soir. C'est que un objet que les gens ont l'habitude de garder de côté pour une certaine utilisation, c'est une habitude comme ça, il suffit soit de l'utiliser une fois avant Shabbat, soit de la réserver pour un Shabbat. Je vais vous faire une liste des cas. Le cas qui est rapporté, c'est une branche d'arbre pour faire fuir les moustiques, ou bien comme éventail, ou bien une pierre pour casser une noix, ou bien des feuillages. Vous avez l'habitude de prendre du feuillage comme ça, et de vous allonger dessus. Il y a un jeu, quelquefois on fait Messibot Shabbat. Les enfants disent, mais je dis attention les enfants, les cailloux sont mouxés. Les cailloux sont mouxés. Les feuilles de branches sont mouxées. Alors, oui, mais on les a utilisés vendredi, on a joué, on a commencé les jeux vendredi. Ah, vous êtes donc assis dessus. Si vous êtes assis sur ces branches-là, effectivement, très souvent, elles sont confortables, elles sont agréables. Donc, le fait que vous les ayez utilisées avant Shabbat, ça enlève les mouxés. Par contre, si vous avez utilisé pendant le même usage des grosses pierres, vous êtes assis sur ces grosses pierres, c'est pas le derrière tellement de prendre des grosses pierres et d'utiliser comme siège. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, dans ce cas-là, le fait d'avoir utilisé le Shabbat n'est pas suffisant pour enlever les mouxés. Pour ces pierres, il faudrait faire un masse beaucoup plus rameau. Ou bien, c'est une réservation définitive. Mettez grosses pierres de côté. Voilà, ce sont les pierres qui vont nous servir de siège chaque fois qu'on joue. Oui, ça s'appelle un yichud olam. Ou bien, alors faire un acte dessus. Les peindre, donner des coups de marteau, faire une forme, créer une espèce de creux comme ça pour rendre confortable le fait de s'asseoir dessus. Donc, ça marche. Voilà donc
le point que je voulais mettre en valeur aujourd'hui, ça paraît complexe, mais l'idée est très simple. La difficulté, c'est de trouver des exemples d'application, faire des exercices en quelque sorte. Si c'est Darko Bekar, si c'est l'habitude de prendre ce moukse et d'utiliser pour telle utilisation, Darko, il suffit ou bien de l'utiliser une fois, de cette manière habituelle, ou bien de décider de faire un yichud pour un Shabbat, ça suffit. Si c'est quelque chose que c'est pas le Darko, comme pour une grosse pierre qu'on couvre un tonneau, coupe pas un tonneau en général avec une grosse pierre, une grosse pierre pour utiliser comme siège, etc. Là, il faut faire quelque chose de beaucoup plus fort, à savoir ou bien le réserver définitivement pour cet usage, ou bien faire un acte de transformation de la chose. Pour vous fixer quelque chose qui va plus davantage rentrer dans votre quotidien, disons la méthode pour enlever le digne de Mouktsé du dollar, par exemple $1, ça serait par exemple de l'utiliser comme marque-page et de dire voilà, c'est mon marque-page définitif. C'est mon marque-page. Ça marche. Bon, vous allez rentrer dans un problème de maritaille, les gens vont dire mais c'est Mouktsé. Non, c'est pas Mouktsé. C'est pas $1 pour moi, je ne vais jamais l'utiliser, c'est mon marque-page. Un bon exemple. Le deuxième méthode pour ces choses-là, c'est de plastifier. Quand vous le plastifiez, vous faites un acte sur ce dollar, qui vous change sa fonction, c'est sûr que ça marche. Vous avez des dollars plastifiés, ça marche aussi. Okay, vous avez fait dans le but d'enlever sa fonction essentielle, à savoir d'acheter avec. Voilà l'idée. J'espère que l'idée est claire. Je vais attendre vos questions, voir si l'idée est assimilée. Allez-y. Posez-moi des questions sur cet arbuste que j'ai dit, mais bon, de temps en temps, faut quand même bien avoir conscience que des fois, il faut beaucoup se travailler pour arriver à une halakha admissible. Je veux bien poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Euh, sur, par exemple, le fait qu'on l'on a fait une machine de linge qui n'est pas tout à fait sec, et puis mais on se dit, bon, bah, avant Shabbat, j'essaierai enfin, je voudrais m'en servir pendant Shabbat de ces habits qui ont eu le temps de sécher pendant Shabbat. Est-ce que leur statut, même si avant Shabbat, on leur a dit, voilà, ça servira pour Shabbat, est-ce que leur statut, c'est pas mouxé ou c'est mouxé? Alors, je vais vous répondre. Mais juste, il faut que vous compreniez bien que le cas que vous me dites n'est pas identifiable avec ce que j'ai expliqué ce soir. Ce que j'ai expliqué ce soir, ce sont des objets qui ne sont pas des kélim et qui sont Mouktsé Mechamad Goufo. Ça veut dire parce qu'ils n'ont qu'une fonction. Une pierre n'a pas de fonction tant que je n'ai pas décidé d'en faire un casse-noir. De même des branches de palmier, de même tous les cas que j'ai cités ce soir. Les guisets de ses mères pour faire un mana, pour enfouir dedans. Donc, ce dont j'ai parlé ce soir, c'est ces objets qui sont Mouktsé Mechamad Goufo. Que dois-je faire pour les rendre permises, leur enlever, les rendre un petit peu kélim, comme des ustensiles? Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, votre question, c'est une autre question. C'est qu'un habit, on pourrait penser que quand il est mouillé et pas métable, c'est mouxé. Pourquoi il serait mouxé? Réfléchissons. Allez, aidez-moi. C'est mouxé parce qu'on a peur de faire srita. C'est pas qu'en soi l'habit il a perdu sa fonction d'habit. L'habit c'est un habit. Seulement on a peur de faire srita, donc on considère que c'est mouxé. Regarde Ben Hashmashot, il n'est pas utilisable. On ne met pas un habit complètement trempé. Vous voyez pourquoi? Après tout, si j'ai envie de le mettre, pourquoi pas? La raison, c'est parce qu'il y a un fort risque de faire srita. Alors, sur ce que vous me demandez précisément, il y a une grande marque dans les poskim. Une marque dans les poskim. Mishnah tend à être marmire. Et le Shevet Alevi, je pense qu'on peut s'appuyer sur le Shevet Alevi. Le Shevet Alevi, dans sa Bosner, il a vu c'est une Yavora. Et bon, il discute dans ces choses, dans ses responsables. Et il dit un peu la svara que vous avez évoquée tout à l'heure. Dans la mesure où cet habit mouillé, de lui-même, la cause du mouktsé va partir. Sans, j'ai même pas besoin de kavana pour ça. Quel que soit le matzav de cet habit mouillé, à moins qu'ils soient vraiment en boule et les clous dans la machine, mais là, on les enlève juste avant, on les met sur un dossier de sel, et on sait très bien que cet habit, il va sécher. Donc, de lui-même, il va perdre cette si base, cette raison d'être mouxé. Donc, grâce à cette zvara, le Rabosner, et je pense qu'on peut, pour moi, il est clair qu'on peut s'appuyer là-dessus, que si vous avez un habit Ben Hashmashot et qui a séché pendant Shabbat,
vous pouvez le mettre. Il n'est pas bon. Et il n'y a pas de notion que le fait qu'il soit étendu, il va s'aplanir et que ça ressemble à repasser ou quelque chose comme ça. Le fait que quoi, je sais pas Le fait qu'il soit posé pour dans la sécher. maison, j'entends, dans la maison, on ne fait pas un masser spécial de repasser, etc. C'est pas une mitzvah de le mettre comme un chiffon, vous voyez. Même à la limite, vous pouvez le mettre sur un cintre, la malo. C'est comme ça Ouais. qu'on fait tout le temps. Pour pas que ça devienne un chiffon, on essaie de le mettre ou euh, sur un siège ou sur un porte-manteau. Non, il n'y a aucun issue. Non. D'accord. Et je m'excuse pour revenir à votre introduction, parce que vous parliez euh, du décalage de la gravité de la situation et que finalement ce qu'ils étudiaient, ce qu'ils faisaient étudier aux enfants, c'était sur la poignée de farine. J'ai pas compris après ce que ou j'ai pas entendu. C'était quoi ce contraste et l'enseignement par rapport à Vous la parlez gravité d'une de ce que situation? j'explique au niveau du Drouche. Oui, au début, vous avez expliqué. J'étais en train d'expliquer que ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, hein. Souvent, on dit Messirut Nefesh, pour on a l'impression, c'est quoi? C'est traité en Russie, en Sibérie, dans le goulag et donner sa vie. C'est pas que ça. Pour nous, c'est pas ça de nos jours. Dans notre génération, c'est le Nisayon qui vous vient, le Esther Panique qui vous vient. On ne sait pas comment résoudre une situation qui semble quelque part dramatique. Quelqu'un qui a fait 20 années d'études et il est convoqué un Shabbat à l'examen final. Alors là, il faut expliquer à nos enfants que pour nous, la Messirut Nefesh, c'est que si c'est interdit, point, c'est interdit, c'est fini, on ne discute pas. Alors maintenant, non, c'est interdit, on peut dire, y a-t-il des négociations? On peut demander, y a-t-il des négociations? Et là, la réponse, ça dépend. Ça dépend qui. Mordechai Yehudi, hein, Ben Yair, hein, c'est le Drouge Yair, était le fils de celui qui éclairait, donnait aux enfants ce ergesh-là qu'on ne négocie pas. Même avec une chouba, on ne négocie pas. Et j'ai insisté sur le fait que dans l'immense majorité des cas, on ne négocie pas et on réussit quand même. Ou dans la session de rattrapage, ou bien parce qu'il y a un miracle, pas besoin. Tout le monde vous racontera, personnellement, pas raconter comme ça en public et tout, à l'occasion, des choses que j'ai vécues moi-même, vous voyez que j'ai fait fi du Nisayon et bon, Hachem, après, il a enlevé, je ne sais même pas comment. Oui, un vrai Nisayon où après des années d'études et tout, hop, on est bloqué, ça c'est bloqué. C'est ça l'enseignement, c'est ça la mission de Nefesh qu'on peut avoir. Et donc cet étudiant que j'ai eu au club pendant un certain temps, qui est brillant, il a dit, moi, c'est terrible que je demande pour mes Kouravim. Est-ce qu'on peut, au lieu de signer, coller un petit stick pré-signé avant? Il a dit, pour moi, j'ai pas le moins de ça fait que j'irai pas à point barre. C'est tout. Parce qu'il a appris, comme un chassid, il a appris qu'on va à Dassauf et je vous dis qu'il va réussir mieux que les autres. C'est comme ça, c'est la méthode tout le monde. Et c'est ça ce que nous enseigne Mordechai Yehudi. Cette attitude, on appelle le Gion Yaakov, de dire on va à Dassauf. Vous savez qu'il y a plein d'histoires invraisemblables dans toutes les Divra Yamim, des chassidim qui n'ont pas voulu qu'on leur coupe la barbe alors qu'il y avait un danger de folie. Vous voyez, là, c'était même plus de la lacha, c'est même pas mais non, ils ne voulaient pas qu'on l'envoie. On les a forcés, on les a attachés, on a coupé de force. Et c'est ça que leur a enseigné Mordechai. Pas de compromis. Certains étaient allés au Néné, ça c'était le mot de la semaine dernière. Mishiudato Shel Hashverosh. Ils ont été Néné. C'est un plaisir, on a un petit kiff là-dessus. Ah, regarde, je suis invité par le grand, par l'empereur, oui. Non, ça non, ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas à avoir un kiff là-dessus, non. T'as rien à voir. Sauf si tu es un chaliard et tu sais que, bon, Rabbi a envoyé des choris, mais ils savent, ils connaissent leur mission et ils savent que ça peut aider leur mission, mais c'est tout, parce que ça peut aider leur mission. Sinon, non. On ne recule pas, on reste sur nos marques, toujours avec gentillesse. Attention, encore une fois, on n'est pas des talibans, on n'est pas des terroristes, mais si vous voulez, on est des terroristes au sens que notre opinion, elle ne bougera pas. Quand on est comme ça, et ce Talmud m'a dit, pour moi, je n'ai pas de question, je vous pose pas la question pour moi. Je pose la question pour mes Koravim. Pas tous auront cette force de dire, non, quoi qu'il arrive, même si je loupe mes 10 dernières années d'études, eh ben, je n'irai pas à l'examen. C'est ça que je voulais dire. D'accord, merci.
Allez-y, en souhaitant, hein, je joue tout de suite, hein, l'autre est bien né des Misayon, hein, et des deux Nisayon. Il faut dire adieu, on ne dit pas Oui, Nisayon. Attention, hein, bien je ne sûr, cours pas derrière les notes, mais il faut savoir quoi bien faire sûr. quand même. Voilà. Très bien. Allez-y. Autre question. Autre question? Moukté, c'était trop compliqué pour vous? Je pense qu'on va changer un petit peu la semaine prochaine. Bonsoir, Rav. J'ai deux petites questions. Allez-y, Euh, madame. Concernant la tfila, je suis tombée sur un livre de tfila, Sidour Tefilat Israël. Et samedi soir, Melavé Malka, euh, donc bien sûr, j'ai fait Purim dans le Birkat pour Melavé Malka, bien sûr, puisqu'on était Purim. Vous Dimanche, avez fait quoi? attendez, J'ai pas les entendu. jours où Vous l'on avez fait quoi? récite Moussaf, donc Excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous avez fait quoi? concernant le Birkat, je Qu'est-ce voudrais que vous avez fait? savoir une bonne fois pour toutes. Alors, quand on fait le Birkat le samedi soir, on ne doit pas faire Migdol ou Magdil. Parce que le livre que je possède là, j'étais très surprise de Hum, l'utiliser parce que j'étais pas chez moi. Il était stipulé, c'est Sidour Tefilat Israël. Il était stipulé les jours donc où l'on récite Moussaf, ça on sait, puisque Migdol, on le dit quand il y a Moussaf dans la journée, et le samedi soir, on dit Migdol. Alors, le samedi soir, on doit faire Migdol quand on fait Melavé Matka dans l'absolu, hein. Je ne parle pas de ce samedi soir où madame, c'était pourri, mais j'ai bien compris la question. Il y a une discussion dans les poskim sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'accord. de gens, de Haridim et Sfaradim, qui font les choses bien. Ils disent Migdol. Parce que c'est considéré comme le Le Hemcher de samedi Shabbat. Et soir. comme, voilà, c'est comme la suite de Shabbat. Et comme pendant Shabbat, on a dit le Moussaf. Il y a eu Donc, Moussaf. mais à Dayom, je n'ai pas entendu qu'il y avait un tel minag chez Chabad. Ni dans le Sefer Minagim, ni dans les lettres du Rabbi, etc. Donc, il semblerait que pour nous, on dit pas Migdol. Ok, Voilà. très bien. Et j'ai une Voilà. deuxième question, s'il vous plaît, Rav. Ça n'a pas de rapport avec le Moutse, mais concernant toujours la tefila. Nous, les femmes, nous sommes permises de faire mincha après l'allumage le vendredi. Oui. C'est-à-dire qu'on allume les bougies et on fait mincha. On fait un mincha normal en modifiant, bon, chez Sfaradim, simplement le psaume, qui n'est pas le même que celui de la semaine, mais on peut faire, il n'y a pas de problème, on peut faire mincha. Et jusqu'à quelle heure? Écoutez, je veux dire, le mieux, c'est de pas faire après l'ashkia. Le mieux. Le mieux. Maintenant, Bedi Avad, dans le Shulchan Ah Aruch, bon? le Admor Zaken, il a une Mm. grande arichout dans le premier volume du Admor Zaken, une grande arichout que il y a tellement de marloquettes sur ce qu'on appelle Ben Hashmashot, qu'est-ce qu'on appelle la nuit, et la nuit de Rabbi Tam. C'est tellement, tellement complexe qu'il dit que on a le droit, bien que nous, on est marmir, comme ce qu'on appelle la chita des Géonim. Les Géonim, c'est les fameux 18 minutes après l'heure des calendriers. Vous voyez, ça s'appelle la chita des Géonim. Et nous, on est marmir. À partir de ce moment-là, Mm. c'est la Shkia. La boule du soleil s'est cachée derrière l'horizon. Pour nous, c'est ça fait que Shabbat et on ne touche pas. Voilà. Maintenant, dans la mesure où il y a beaucoup, Très beaucoup de chiites bien. pour Rabbi Nota, mais sachez que dans des Kehilot, autrefois avant la guerre, et qui ont des grands chassidim chez les Satmar et tout, c'est à cette heure-là que nous, pour nous, ça y est, on a fait inviter tout. Pour eux, c'était encore le grand jour, et ils allumaient le feu encore. Et c'est le Satmarov, Ah, oui, c'est le Satmarov et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore certaines kilos du côté d'Anvers, etc. Très peu qui font comme ça. En tout cas, la Chouma, pas la Kula, mais ils font la Chouma comme ça. Jusqu'à Abinoutam. mm. Donc, bien que ça paraît bizarre, parce que pour Abinoutam, il y a encore jour, alors Morzaken dit on voit, nos yeux voient que c'est la nuit. Bon, mais pour Abinoutam, la définition de la nuit n'est pas comme la nôtre. Et cette chita de Rabinoutam, attention, elle est marquée dans Shulchan Aruch. On ne savait pas que c'est une chita qui est cachée, qu'il faut beaucoup creuser pour la trouver. Elle est marquée dans Shulchan Aruch, cette chita. Donc, dans la mesure où cette période instable, et sur laquelle d'ailleurs était basé le shiur de la semaine dernière, que c'est la période, ça fait Kyom, ça fait Kaila, donc on peut faire une histoire des Rabbanan, etc., des Tzorach Mitzvah. Donc, ça répond à votre question, d'où vient ce mina qu'on voit certains qui quand même se permettent de faire mincha après l'heure. C'est basé là-dessus. Maintenant, encore une fois, Après l'allumage.
Parce que moi, c'est considéré qu'une fois que j'ai allumé, pour moi, j'ai fait rentrer Shabbat. Oui, Donc, oui, oui. Mais malgré tout, le problème, c'est pour, qu'il y a la course et ouais, bon, c'est vrai que si on fait mincha juste après l'allumage, c'est possible. oui, il faudrait que je fasse un grand shiur. Il y a un côté, puisque vous faites Mincha, c'est que Keilou, c'était une Kabbalah Et Betaout, voilà, c'est pas une vraie Kabbalah, etc., etc. Donc, encore une fois, la conclusion de votre question, si vous pouvez éviter, évitez. Mais si vous avez allumé, c'est vous pouvez ça. quand même faire Mincha. Mais immédiatement. Oui. C'est-à-dire, Ah si c'est oui, vraiment à oui, fortiori, c'est ah oui, oui. vraiment immédiatement. Mais disons un homme, bon, pour les femmes, c'est un peu plus facile d'être méquille, mais pour un homme qui n'aura pas fait Mincha, même 5 minutes avant la nuit, alors que déjà il fait vraiment nuit noire, il fera quand même Mincha, hein. Et beaucoup font comme ça. C'est ça. Oui. Très bien. Voilà. Bon, on va essayer de faire avant l'allumage, alors, Bezrat Voilà. Hashem. Je sais que c'est très dur, Bezrat Hashem. madame, c'est comme les fameux 18 minutes, 18 minutes, 18 minutes, voilà, tout le monde grignote sur ces Non, 18 tu sais. minutes. C'est comme Non, ça, mais le quoi. faire même dans l'après-midi, c'est tout comme dans le reste de Oui, la semaine, à 13h, ouais. à 15h. Si vous pouvez trouver un moment, vous pouvez le faire en Minchak Doma, si vous avez le temps, ça dépend du temps. Je ne sais pas C'est ça. si vous êtes d'Israël, chez nous en France, ça a eu une Non, non, je Minchak suis en Doma. France, je suis à Paris. Ah, mais enfin, bah, je peux vous dire tout de suite, hein, à quelle heure c'est. Minchak Doma, je vais vous le dire tout de Mhm. suite. Alors, je vais vous dire tout de suite. Alors, Minchak Doma, voilà, c'est 13h27. On va dire 1h30. À une heure et Très demie. bien. Bon, si vous avez un petit creux à 1h30, vous rentrez, je ne sais pas si vous travaillez, bon, vous rentrez à la maison, les femmes de Beth Rivka, les enseignantes, elles rentrent chez elles trouvent 5 minutes avant que la pagaille et la cohue commencent. Il est bien. Et Très bien, donc, très, très bien. vous mettez dans un coin, vous faites bien, les enfants, ils vont vous Comme c'est voir, vous dites aux l'avancée. enfants, les enfants, laissez-moi 5 minutes, je fais mon minra. C'est la meilleure des choses à faire. Très, très bien. Bezrat Hashem. Voilà. Ok. Allez-y, autre question, Merci, Rav. Merci. je vous en prie. C'est bien, madame, en tout cas, vous encouragez les autres dames à faire la tfila. N'oubliez pas, je répète constamment que la tfila, hein, la amida, je ne parle pas toute avec Tchouké des émois, je parle de la amida. La amida, ce n'est pas facultatif pour une femme, c'est chova, obligation. Certains Ah, disent deux, certains disent un, mais il faut faire au moins une. Alors, on constate que beaucoup de femmes pieuses, de familles très pieuses, ne font pas. Alors, le Mishnah explique, les postes qui m'expliquent, c'est parce que dans de très nombreux cas, une femme qui est mariée et qui a des enfants, c'est souvent inconciliable avec s'occuper de leurs enfants et les couches, tout, la propreté, c'est compliqué. Donc, on leur donne très souvent le héter pendant les années où elles s'occupent de leurs enfants, de ne pas faire l'amida. Mais il n'en reste pas moins que dès que non plus ce stress, ce hold sur la tête, alors reprendre l'amida, trouver un petit moment, ça il faut être racham. C'est comme tout, hein, quand on aime quelque chose, on trouve 2 minutes, on se met dans un coin, on boucle le téléphone, on boucle la maison, la sonnerie de la maison n'a pas sonné, ça prend 5 minutes. Hein, je ne veux pas être trivial, il y a bien des moments où on s'enferme dans un endroit et il n'y a pas le choix, et puis on s'enferme 5 minutes. Mais voilà. Et Avdil, bien sûr, mais c'est comme ça. Il faut les trouver. Et au contraire, c'est le meilleur dougma chaya qu'on peut donner à nos enfants. Ah, bon, pour les garçons, c'est pas chouette, mais pour les filles, voilà, maman a toujours prié. Les enfants, ils ont envie de prier. C'est tout. Ça fait partie de leur vie. C'est même plus un isayon. Ils ne discutent même plus, c'est tout. Ça fait partie de la Bien vie. sûr. Voilà. Allez-y, euh, autre question. oui, je voulais vous demander justement à propos, c'était mon fils me disait que pourquoi on a dit à la choule que c'était obligatoire pour les femmes de la Torah d'écouter Parashat D'accord. Zachor, alors que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama. Bon, moi je lui ai répondu, c'est parce qu'il y avait aussi l'Otishkar. Il y a une mitzvah négative qui est liée à ce Zachor. C'est ça que je lui ai répondu. Donc lui, il comprenait pas pourquoi il a entendu qu'on obligeait les femmes à venir à la choule alors que c'est une mitzvah tassée chez Azman Bon, Grama. bon, de toute façon, tout ça, vous savez, comme toujours, Baruch Hashem, c'est marloquette. Il y en a qui disent que non, parce que Milchemet Amalek, les femmes ne sont pas tenues de faire la guerre, donc elles sont tout bon. Mais d'ailleurs, dire que c'est Mitzvah Tassé chez Zman Grama, c'est même pas vrai, parce que c'est pas Zman Grama. Mitzvah Tassé, c'est d'arriver à Zechira, à se rappeler, à réveiller en nous la haine qu'on a pour l'ennemi public numéro un que Dieu a mis
devant nous depuis dans le projet divin depuis le début. On est sortis d'Égypte, hop, ils sont venus, et ils ont, au prix de leur vie, ils sont morts, se jetaient dans le chaudron, ils ont attaqué. Donc c'est perpétuel, c'est mis à chez En Azmagara. Donc il n'y a même pas de question. Voilà. Autre question? Oui, oui, bah merci. Voilà, je pense que c'est bien. Et aussi, il m'avait demandé, lorsqu'il pleut fort, toujours par rapport aux habits, quand on rentre chez soi, est-ce qu'il faut faire attention comment on enlève un imperméable ou un autre manteau et comment il vaut mieux le positionner? Est-ce qu'il faut Vous pas que parlez ça qu'un s'égoutte? vêtement qui a pris la pluie, vous parlez? Oui, Oui. Le mieux, moi je vous conseille comme ça en général, c'est que d'abord, ne pas appuyer fortement pour pas appuyer faire srita. Vous le prenez par le col, moi j'ai toujours un petit crochet derrière, je prends pas le crochet, je prends un porte-manteau, un cintre, je accroche et je le mets ou dans mon armoire. Et si vraiment ça dégouline, bon, c'est très rare, mais ça peut arriver, alors je le mets dans un endroit dans la salle de bain, le temps que ça dégouline. Dès que ça a arrêté de dégouliner, je le mets dans l'armoire ou dans un étendage qui est dans un autre endroit. C'est tout, il n'y a pas besoin de. Et d'accord. Alors sinon, même justement, sur un dossier de chaise. d'accord. Alors justement, même si c'était un autre objet, le fait que ça dégouline, on n'est pas responsable de Srita dans ces cas-là. Si, Non, si de lui-même l'objet sent notre action, on bien a sûr, l'impression j'entends qu'il- ce que vous dites, mais Srita par définition, ça veut dire un homme, il fait un acte qui extirpe les gouttes qui sont dans le tissu. Si maintenant, en accrochant le vêtement, ça sort de lui-même, c'est pas vous qui le faites. Et j'ai envie de vous dire, vous avez l'impression que c'est parce que vous avez mis sur un cintre que c'est pour ça qu'il sort. Vous le posez comme un chiffon sur un lit, je vous garantis que l'eau va continuer à sortir. Et peut-être plus parce qu'elle sera collée avec un tissu. Et on ne peut pas interdire une chose comme ça. C'est tout, je l'ai posé, je peux pas faire mieux. Non, non, vous ne faites aucun souci, s'il sort de lui-même, il n'y a aucun problème. Rien du tout. D'accord, très bien. Bon, ben, voilà. Bon, ben, écoutez, non, D'accord. c'est bien. Autre Et question? oui, oui. Merci, Allez-y. merci. C'est bien que les gens, non, mais c'est bien de poser. Non, mais Hein, comment. c'est très bien. Raph, je vous remercie, monsieur, pour la pluie, parce que vous m'avez fait penser à une question, justement, une situation très éloquente qui m'est arrivée Shabbat. Je sors de l'immeuble, une voisine Goya, bon, on se connaît. Elle sort, je sors avec elle. Elle ouvre les portes, je sors avec elle. Arrivée dans la rue, il pleuvait fort. Et elle s'est rendue compte que, bien sûr, j'avais juste un manteau, que j'avais pas de parapluie. Et elle me propose gentiment de m'abriter avec elle sous son parapluie. Alors, je lui dis, écoutez, je suis désolée, j'ai oublié quelque chose chez moi parce que je ne savais pas si j'avais l'autorisation de m'abriter sous son parapluie et de marcher, de faire les quelques pas jusqu'à la choule avec elle. Alors, est-ce que j'avais le droit de marcher avec elle ou pas, Raph? Écoutez, je suis en train de C'est réfléchir. drôle parce que c'est vraiment une situation très Oui, oui, j'ai surprenante, bien compris. mais le Écoutez, vous monsieur a parlé de la pluie et ça m'a rappelé. je me suis jamais posé la question. Oui, j'ai pas eu la Non, question, mais mais c'est voilà. avec vous en live, quoi, en direct, je réfléchis avec vous. Apparemment, je vois pas de problème. Parce que cette Goya, elle se promène avec son J'ai rien parapluie. demandé, bien sûr. Hmm, De toute façon, elle se promenait en parapluie. Donc, je profite de quelque chose. Elle a fait un OL, elle a fait un toit. Je profite du toit. Si un gars, il tout à fait un fait. toit pour lui, je dis, je peux profiter de ce toit. Donc, je ne vois pas d'interdiction. Route misée, Je vous savais savez. pas, donc j'ai préféré Oui, non, je m'abstenir. comprends, je comprends, je comprends. À part ça, vous savez, bon, le parapluie, bon, on est très marqué dans le parapluie pour diverses raisons. Mais Tout si à on se fait. penche vraiment sur la souga du parapluie, bon, c'est pas si terrible que ça, d'être sous un parapluie. Qu'est-ce qui se passe? Si je le porte pas, Mhm. bien sûr. En fait, il Bien y a autre ça, sûr. je le porte. Mais imaginons que je le porte pas, que quelqu'un d'autre le porte. Il n'y a pas d'interdiction de pas d'être sous un parapluie en soi. Non, vous aurez pu rester. Je pense que vous aurez pu rester avec cette dame. Bon, bon enfin, vous l'avez fait. Vous Très avez le bien. bon réflexe. Vous irez Shamaïm. Quand vous ne savez pas, vous évitez. C'est bien. Razak. Très bien. Merci, Raph. Et- Voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. excusez-moi, si par exemple en Israël on a le droit de porter et Oui. avant Shabbat, le parapluie était déjà déployé. Oui. euh, Écoutez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de. Je vais vous répondre, c'est à sourd. Mais j'ai envie de vous dire, je suis incapable de vous dire pourquoi. C'est un Inyan qui s'appelle Ouvdin Dechol. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas Mekoubal. En soi, quel est le problème?
Mieux que ça, je suis à la maison. Allez, je suis dans mon jardin. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans mon jardin. Et maintenant, on se met pas sous un parapluie. Parce que c'est quelque chose qui peut nous faire des erreurs. Regardez un Shmirat Shabbat qui est Cheta, il réfléchit beaucoup, il essaie de demander quel est le problème, pourquoi c'est interdit. Et la conclusion, c'est parce que malgré le fait que finalement, même OL Araï, dans beaucoup de cas, on peut faire un OL Araï. Et Kalvachomer, comme vous me dites, s'il est déjà ouvert auparavant, et même je promenais avec, j'allais dire peut-être chaque pas que je fais, je promène mon OL. Donc, comme si je suis en train de déplacer l'OL, de créer un nouveau OL un peu plus loin. Même c'est pas interdit vraiment ça. Donc, il reste ce qu'on appelle Ouvdin Dechol. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de rôle. C'est pour ça qu'on évite. Mais c'est pas plus que ça. Très bien, merci. Voilà. Bien. Voilà. Donc, on continue. Donc, continuez. N'oubliez pas le point que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que l'antidote, hein, l'antidote, qu'est-ce qu'il a voulu faire Amalek, hein, je vais finir avec ça. Partout, c'est marqué Zera Amalek. Il faut se souvenir et détruire le Zera Amalek. Pourquoi le mot Zera Amalek? Beaucoup d'explications. Admorazaken explique pourquoi c'est marqué Zera. Parce que Amalek, ce n'est pas le mal en soi, personnifié. C'est qu'il a eu la force aussi d'être Mazria, de semer dans chacun d'entre nous son défaut majeur, à savoir la froideur, à savoir le doute. Le doute. Il a été Mazria. Et ça répond à une question que le Magan Amran demande au Shulchan Aruch. Le Rabbi répond comme ça. Pourquoi? Il demande pourquoi il faut faire une kriya spéciale pour Zach? Pourquoi il faut faire une kriya spéciale? Pas toutes les srirot qu'on dit à la fin de la tuya toujours. Il n'y a pas une kriya pour ça. Oui, pour la sortie d'Égypte, il y a pour Shabbat Yameh. Pour me souvenir de ce qu'a fait par exemple Myriam, le Lachon Hara de Myriam. C'est pas mentionné. Pourquoi le Zachor? On répond très très court, mais dit comme ça. Parce que Chachamim ont institué une lecture dans la Torah. Parce que pour enlever le doute, c'est lui du mot de la Torah. C'est bon, très rapide, c'est une grande tira. Il y a le doute, il y a la tira. Si le Baal Davar, si le diable, appelez comme vous voulez, il vient vous mettre des doutes, et malheureusement, il n'épargne personne, Moshreou le Bet Midrash, amène-le au Bet Midrash, on étudie. Assieds-toi avec des gens qui sont dans la Torah. Et ça peut être des choses qui n'ont rien à voir, comme je disais tout à l'heure, le Minchata Omer, ou des korbanot, des choses qui sont complètement abstraites, qui maintenant n'existent pas. Mais il y a une doucha dedans, il y a une pureté dedans, il y a Kajbouch lui-même dedans. Razak, Razak. Kucha Berechu, Ve Oraita, Kulachan. Un mot du Torah. Dieu et la Torah, c'est pareil. Donc, tu as n'importe quelle chose de Torah. Les enfants me disent, mais à quoi ça nous sert tout ça? Quoi, c'est-à-dire, si je ne t'apprends pas à faire un business ou faire une équation pour gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Eh bien, il n'y a rien qui sert plus que d'étudier quelques mots de Torah. C'est tout. Et ça vous enlève toutes les sfécotes, le problème de tête. Essayez. Ta'amu. Essayez et vous réussirez, vous allez voir. Alors, bonne soirée, on continue maintenant. Ça y est, hein. Ah bah, une dernière halakha à partir de Purim, donc à partir d'aujourd'hui. J'aurais dû vous dire une halakha au moins sur. Je vais vous dire. C'est Voilà, à ça. partir d'aujourd'hui, le minakrabat, on ne mange pas, on ne mange plus de matzot et on fait très attention à ne pas laisser traîner du hametz. Ouais, il faut commencer d'orshim be'efrod pesa. Donc, laissez pas ne mangez pas avec des livres ouverts, faites attention. À partir de maintenant, on fait attention au hametz. Voilà, première halakha sur Pessah et qu'on va développer dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shavuot Merci beaucoup. Shavuot, des bonnes nouvelles, et bonne santé pour Israël et la victoire totale très très bientôt. Amen. 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 Ouais. Kol tov.